Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo visite et découverte. Nous sommes dans le département du Var, proche de l'autoroute A8, pour vous raconter l'histoire d'un barrage ambitieux situé au sud de notre position, long de la rivière du Réran, qui est juste ici. Qui, un soir pluvieux d'hiver 1959, va causer la plus grande catastrophe civile française du XXe siècle. Ce qui va définitivement changer la ville qui sera gravement touchée par les événements, Fréjus, mais aussi marquer les mémoires de toute la France entière. Vous êtes prêts? Alors je vais vous raconter l'histoire du barrage de Malpasset. Depuis l'Antiquité, l'alimentation en eau de la ville de Fréjus est un problème récurrent. Il n'existe aucune source proche, ce qui est bien dommage. Durant le 1er siècle, les Romains savent qu'avec le cours d'eau du Réran, ils n'ont pas assez de débit d'eau permanent. Ils décident donc de s'approvisionner dans une source plus sûre au nord, proche du village de Mons, qui est juste en face de moi, donc derrière vous. Pour emmener cette eau jusqu'à Fréjus, ils décident de construire un aqueduc qui aura pour nom Roquetail avec 42 km de longueur sur une rigole de 70 cm de largeur, conçue avec du mortier à chaud à granulat centimétrique que l'on appelle béton romain et du mortier de Tulot pour éviter l'infiltration de l'eau, bien entendu. C'est à la source de la Siagnole qui se trouve juste en dessous que commence son parcours à une altitude de 515 mètres. section bien particulière du parcours de l'aqueduc.
qui a pour nom la roche taillée. Cette partie est taillée dans la roche sur 50 mètres de longueur et sur 20 mètres de hauteur. Ce qui nous montre les tâches accomplies des travaux réalisés qui sont, ma foi, incroyables pour l'époque. En tout, c'est plus de 6 parties qui sont construites, taillées, percées petit à petit sur 481 mètres de dénivelé total. La première partie où nous sommes descend de 41 mètres sur 4 km de distance. La deuxième partie descend de 105 mètres sur 2 km de distance. La troisième partie descend de 137 mètres sur 2 km de distance aussi. La quatrième partie descend de 80 mètres sur 45 km de longueur. Ça sera la plus longue. La cinquième partie descend de 90 mètres sur 5 km. Puis la dernière partie descend sur 20 mètres sur un total de 9 km pour arriver à la butte du moulin à vent à 34 mètres de hauteur, l'endroit le plus haut de la ville, au bout de l'aqueduc. Dans sa totalité, l'eau traverse l'entièreté de cet aqueduc en 17 heures avec une moyenne de 2,4 km par heure pour 34 litres par seconde. Attention, ça va vite. Ce chantier exceptionnel qui comprend dans son ensemble 36 ponts d'aqueduc avec une partie souterraine pour des raisons de sécurité, bien sûr. Le tout sur seulement 20 ans. Incroyable, n'est-ce pas? Les Romains étaient passés experts dans l'acheminement de l'eau, mais sous certaines conditions, bien sûr. Cet aqueduc sera en service pendant une grande partie du début de notre ère, pendant plus de 400 ans. Au XVIe siècle, l'aqueduc sera en partie détruit au cours de plusieurs batailles, puis abandonné. Une petite partie, en revanche, sera utilisée plus tard, à la fin du XIXe siècle, et une autre partie sera émergée sous un nouveau lac, plus tard, à la fin du XXe siècle. Donc, si vous voulez visiter un petit morceau de cet aqueduc, vous venez au parc Aurélien, situé au nord de la ville de Fréjus. À 3/4 des lieux de Fréjus, d'énormes tronçons de ruines commencent à poindre çà et là parmi les oliviers. C'est l'aqueduc romain. L'aqueduc, neuf et complet, était beau sans doute il y a 2000 ans, mais il n'était pas plus beau que cet écroulement gigantesque répandu sur plus toute la plaine, courant, tombant, se relevant, tantôt profilant 3 ou 4 arches de suite à moitié enfouies dans la terre, tantôt jetant vers le ciel un arc isolé et rompu ou un contreforme monstrueux debout comme un peulevent druidique, tantôt dressant avec sa majesté au bord de la route un grand plein cintre appuyé sur les deux massifs cubiques et des ruines se transfigurant tout à coup en arc de triomphe. Le lierre et la ronce pendant à toutes ces magnificences de Rome et du temps. Ces paroles sont les récits des carnets de voyage en Provence du poète et écrivain Victor Hugo en octobre 1839. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, une étude est relancée pour prélever de l'eau dans la Siagne, mais c'est sur le cours d'eau du Réran qui est choisi. Des études géologiques sont effectuées à partir de l'année 1946. Les plans d'un barrage sont étudiés avec sa localisation précise sur son emplacement choisi au lieu-dit Malpasset. Approuvé par le ministre de l'Agriculture en 1950, les travaux commencent 2 ans plus tard, en avril 1952, jusqu'à décembre 1954. Il s'agit d'un barrage voûte en béton à double courbure de 222 mètres de longueur, 60 mètres de hauteur, 12 mètres de largeur, 7 mètres de profondeur, 6,8 mètres d'épaisseur à la base, ce qui veut dire au milieu,
et 1,5 m d'épaisseur en crête sur les côtés, pour finir avec un déversoir de 30 mètres. Le tout représente 48 000 m3 de béton. Ça fait beaucoup. La mise en eau commence 2 mois avant la fin du chantier et va prendre 5 ans pour arriver à sa hauteur normale en raison des périodes de sécheresse la majeure partie du temps, des mines aux alentours qu'il exploite et de sa procédure d'expropriation qui traîne de peur que les galeries souterraines ne soient trop inondées. Une retenue se forme petit à petit sur une superficie de 2 km² avec 4 km de longueur, 300 mètres de largeur et 50 mètres de profondeur pour 48 millions de mètres cubes d'eau au maximum, soit la moitié pour les périodes normales. Depuis plusieurs jours, des pluies diluviennes tombent sur la région. 500 mm en l'espace de 10 jours. La retenue d'eau monte très vite, avec une constante de 4 mètres en l'espace de 24 heures. En général, dans ces moments-là, le but est d'ouvrir le déversoir pour alléger la pression qui est trop importante. Mais à 1 km de là, le chantier d'un pont pour la nouvelle autoroute est en cours de construction. Cela pourrait représenter un risque pour les ouvriers qui y travaillent et la structure du pont pourrait être endommagée. L'ordre sera finalement donné à 18 h après la fin du chantier d'ouvrir le déversoir en grand, ce qui retardera que de 3 heures le moment de l'inévitable. 21h13. La retenue devenue trop importante, dépassant son maximum avec plus de 50 millions de mètres cubes d'eau, le barrage, qui ne peut supporter autant de pression, finit par céder. Une vague de 50 mètres de hauteur arrive à plus de 70 km/h dans les gorges du Réran. À l'approche du chantier, les ouvriers qui se reposent dans leur baraquement sont les premières victimes. La structure du pont de l'autoroute est pulvérisée. La vague qui continue de descendre la vallée perd en intensité, mais se transforme en une coulée de boue ravageur avec une vitesse de 50 km/h. 21h15. Le premier appel est rapporté à la gendarmerie par une habitante qui signale avoir entendu un énorme bruit assourdissant. 21h20. La vague arrive à présent sur les terrains agricoles, dispersés sur une cinquantaine de fermes. Tous les occupants n'ont eu la moindre chance. Elle arrive au niveau du parc de transformateurs à haute tension EDF, ce qui provoque un blackout total dans toute la ville et ses alentours. 21h24. Elle arrive à l'entrée de la ville qui, du fait de sa bonne hauteur, la vieille ville est épargnée de justesse. Elle continue de tout dévaster et contourne par l'ouest. 21h30. Au quartier général de la gendarmerie, le commandant est alerté de la situation sur les événements qui sont en train de se produire. 21h33. Un autorail qui arrive de Nice est arrêté avant qu'il n'entre en gare. 21h40. La vague traverse l'amphithéâtre et se retrouve bloquée par les talus de la Nationale 7 et du chemin de fer. Elle dévie à gauche sur l'avenue de Verdun et la rue Vadon, qui sera la zone la plus touchée par ce drame. 21h45. La vague arrive au niveau de la gare, puis entre dans le quartier est comme celui de Villeneuve et de la plage. 21h52. Un autorail qui arrive de Marseille est stoppé de plein fouet, puis déraille dans les plaines de la rivière de l'Argens, le long de la Nationale 7. 21h54.
La vague, qui mesure maintenant 3 mètres, détruit la route de Saint-Égluf et entre dans la base aéronavale, emportant une dizaine d'appareils pour finir en mer Méditerranée. Après avoir passé une nuit cauchemardesque, les lueurs du jour révèlent l'ampleur considérable des dégâts. Les renforts arrivent en nombre, porter secours aux habitants qui se sont retrouvés bloqués la majeure partie de la nuit dans le noir. Les CRS, la gendarmerie, la Sûreté nationale, la Croix-Rouge, les ambulances, le service de santé départemental, l'armée américaine et le général Charles de Gaulle qui vient en personne constater les faits. Un poste de commande avancé pour le préfet du Var est installé au village des Arcs. La mairie réquisitionne tous les hommes valides pour porter secours à la population sinistrée et organise la collecte d'informations. Les morts qui ont été retrouvés, les disparus, les hébergements d'urgence, ainsi que les ravitaillements de nourriture. Les travaux de rétablissement de tous les différents réseaux, l'eau, l'électricité, le gaz, ainsi que toutes les voies de communication menant à la ville sont reconstruits rapidement. Les circulations routières et ferroviaires seront rétablies 8 jours plus tard, le 10 décembre. Un bon nombre de logements provisoires préfabriqués sont installés dans la ville pour reloger les sinistrés qui ont tout perdu. L'engouement entre les aides de l'État et les dons de particuliers s'organise à la mairie de Fréjus qui recevra 103 millions de francs qui seront répartis dans plusieurs branches. 1,5 million de francs pour les services de secours, 25 millions de francs pour les agriculteurs, 8 millions de francs pour les réparations de tous les bâtiments touchés, 12 millions de francs d'allocation pour les sinistrés. Tous recevront les fonds 11 ans après le drame, jusqu'au dernier en fin de décembre 1970. La ville recevra en tout près de 9 milliards de francs de dons divers venant de toute la France entière pour la réparation de tous les dommages causés. Pendant que la ville de Fréjus et la vallée se remet petit à petit, les procédures judiciaires sont entreprises pour déterminer les causes de la catastrophe et rechercher d'éventuelles culpabilités. La rivière du Réran, qui peut en être la cause déterminante, est étudiée à la loupe. En général, lors des travaux d'un barrage, il faut creuser un tunnel provisoire par une voie latérale qui permet d'observer le niveau de l'eau constamment pour prévoir le danger à venir. Dans le processus de mise en eau, une seule mesure a été réalisée sans entraîner d'action particulière par la suite. Ce barrage, qui était destiné uniquement à l'irrigation, n'était pas soumis au même contrôle réglementaire que les ouvrages hydroélectriques, comme par exemple le passage en commission spécialisée. Il n'a pas été suivi suffisamment de près en raison, sûrement, de la grande renommée du constructeur. Pour conclure,
La cause ne vient ni du barrage, ni dans l'érosion interne des fondations, mais bien dans la rupture brutale des fondations. C'est donc un problème lié par plusieurs facteurs indépendants. L'origine de la rupture réside dans la partie à droite du barrage. La poussée transmise par la voûte a généré des contraintes, ce qui a créé des sous-pressions. Le plus gros problème vient de la roche des gorges utilisée pour soutenir le barrage qui n'a pas été assez examiné. Une science pas assez perfectionnée à cette époque et qui s'appelle précisément la mécanique des roches. Les enquêtes, les auditions et les expertises ont duré plus de 6 ans avec des jugements conséquents au tribunal de grande instance de Draguignan en 1964 et 1965, à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en 1966, au tribunal administratif de Nice en 1968 et au Conseil d'État en 1971 pour un verdict final qui sera prononcé 12 ans plus tard après le drame. Les constructeurs du barrage, eux, sont innocentés par le Conseil d'État qui ont la preuve qu'aucune faute n'a été établie de leur part, ce qui implique qu'ils ne sont pas responsables. Après cette catastrophe, aucun barrage ne sera reconstruit à cet endroit précisément, ce qui fait que de nouvelles ressources en eau sont alors recherchées. Au milieu des années 60, la mécanique des roches devient une discipline scientifique importante dans son milieu, ce qui conduit à d'importants progrès scientifiques qui se sont traduits dans les applications pour l'ingénierie, en particulier dans le développement de la méthode dite coin de l'onde, qui consiste à identifier les différents appuis, les caractéristiques mécaniques, la prise en compte de l'effet en sous-pression et le drainage des fondations qui devient désormais obligatoire pour tout type de structure comme celle-ci. C'est à la fin des années 60, sur le plan administratif, que la réglementation change. En 1967, le comité technique permanent des barrages, qui est composé d'experts dans ce domaine, est chargé d'examiner et d'évaluer les dossiers d'avant la concrétisation des projets de tous les barrages avec une hauteur qui dépasse les 20 mètres. L'obligation d'avoir un PPI, plan particulier d'intervention, qui doit être approuvé par le préfet, un modèle de présentation de l'onde en cas de rupture, un réseau de sirènes d'alarme sonore pour avertir la population et un plan d'évacuation de l'ensemble des zones menacées qui sont concernées. La création d'une notion barrage intéressant pour la sécurité publique est écrit que les surveillances et les entretiens qui ne sont pas respectés seront à la charge du propriétaire. Puis, une loi sur l'eau en décembre 2006, avec un décret d'application rajouté en 2007, puis en 2015 et en 2018, qui précise les rôles respectifs du propriétaire et de l'administration de contrôle concernée selon la classification du barrage en fonction de sa hauteur et de son volume. Par la suite, un syndicat intercommunal voit le jour avec les communes du Muy, de Puget-sur-Argens, de Roquebrune-sur-Argens pour s'approvisionner en eau dans la rivière de l'Argens avec un débit de 120 litres par seconde. Une usine de traitement de l'eau est construite proche du village du Muy avec 17 km de canalisation qui sont installées pour alimenter les 4 communes aux alentours. Elles seront mises en service en 1963. Aujourd'hui, le syndicat intercommunal regroupe 8 communes avec les usines du Muy, du Guergalon et de Fournel qui obtient de l'eau potable à partir de plusieurs petits cours d'eau environnants avec notamment la Siagnole, l'Argens et le Fournel.
la suite, un autre barrage qui est approuvé sera situé, lui, à 20 km plus au nord, qui est construit de 1962 à 1966, alimenté par la source de la Sienne, qui se trouve au nord. Il a pour nom le barrage de Saint-Cassier. Sa retenue, qui est juste derrière, est répartie sur une superficie de 430 hectares, avec un maximum de plus de 60 millions de mètres cubes d'eau. Il assure l'approvisionnement dans le sud-ouest des Alpes-Maritimes, la ville de Cannes, et le sud-est du Var, la ville de Saint-Raphaël, et bien sûr la ville de Fréjus. À la base, il aurait dû servir de soutien en cas d'insuffisance pour la retenue de Valpassé en saison estivale. Les caractéristiques de ce barrage de type remblai sont de 220 mètres de longueur, 380 mètres de largeur, 66 mètres de hauteur pour une superficie de 3,7 hectares avec une production de plus de 44 millions de kWh par an. La rivière du Réran a repris son état naturel qui, bloqué par le reste des ruines du barrage, le franchit par un évacuateur dont la vanne est ouverte en permanence. Un canal en béton a été aménagé pour contourner la ville des éventuelles inondations à venir, comme par exemple en 2012. En 2009, pour le 50e anniversaire de la catastrophe, un mémorial a été aménagé proche de l'amphithéâtre romain, la zone de la ville qui fut le plus touchée, un chemin constitué de plusieurs stèles de chaque côté avec inscrits les noms des victimes qui mènent aux colonnes où est écrite la phrase prononcée par le général Charles de Gaulle qui est venu le lendemain de la tragédie, que Fréjus renaisse. Certains blocs que vous pouvez voir, comme par exemple ceux qui sont derrière moi, peuvent atteindre jusqu'à 600 tonnes et ceux de l'ancien pont autoroutier qui ont été reconstruits exactement à l'identique, plus tard, ils sont et resteront toujours les derniers témoins de cette soirée funeste.
amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Passez une bonne semaine, un beau week-end. Gardez le sourire et confiance en vous. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, visites et découvertes. A tchuss!